Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode sur 5 consacré au complotisme. Ce premier épisode sera une introduction qui vous permettra de faire connaissance avec notre intervenante du jour et de comprendre comment elle a basculé dans cette dérive et commencé à adhérer à ses croyances. Merci à tous et bonne écoute. Je m'appelle Sandrine Quérion, j'ai 43 ans, donc je suis dessinatrice et scénariste de bande dessinée documentaire. Donc la bande dessinée documentaire, c'est la bande dessinée qui traite du réel, qui se base sur du témoignage, sur du reportage, voilà. Et donc j'ai sorti en 2021 une BD qui s'appelle J'ai vu les soucoupes, donc chez La Boîte à Bulles, et dans laquelle je raconte comment, donc à l'âge de 13, c'était entre 13 et 16 ans à peu près, donc dans les années 90, je me suis égarée, ce que j'appelle dans le côté obscur de l'ufologie. Donc c'est-à-dire dans les théories du complot et toutes les dérives idéologiques et sectaires donc liées aux ovnis et à la vie extraterrestre. J'ai décidé de faire ce projet parce que je me suis rendu compte, il y a 5-6 ans à peu près, que les théories du complot liées à l'ufologie, elles revenaient sur le devant de la scène, notamment sur YouTube, ou même certains reportages en fait qui passaient à la télévision, parce que en fait c'est quand je suis tombée sur un documentaire, alors, c'est sur une chaîne qui n'existe plus, et c'est diffusé sur d'autres chaînes. C'était un documentaire qui s'appelait Hangar numéro 1 en fait, donc qui reprenait les dossiers du MUFON, donc qui est une vieille association en fait américaine de recherche et d'enquête sur les ovnis, qui reprenait un peu les grands dossiers en fait du MUFON. Mais alors vraiment avec une mise en scène très hollywoodienne, avec pas mal de raccourcis, de suspense, et notamment avec pas mal de théories du complot dans le documentaire. Et d'ailleurs le MUFON France par la suite s'est désolidarisé de ce documentaire. Enfin voilà, ça n'a pas fait consensus du tout. Et moi, c'est quand je suis tombée sur ce documentaire entre guillemets, je me suis dit ah ok. Donc ça passe encore à la télévision, etc. Et c'est après, donc sur YouTube, que j'ai vu ressurgir d'autres vidéos qui reprenaient un petit peu les choses dans lesquelles moi j'étais à l'adolescence. Et là, je me suis dit que je voulais pas que d'autres personnes se fassent avoir comme moi je m'étais fait avoir. Et c'est là que j'ai décidé finalement de faire la bande dessinée. Sachant que déjà, ça faisait une quinzaine d'années que de mon côté, moi, je faisais des recherches pour essayer de comprendre cette période de ma vie. Donc j'avais déjà accumulé pas mal de documentation, etc. sur cette période-là. Mais c'était plus pour moi et pour mon entourage, en fait, pour essayer de leur expliquer. J'avais pas vraiment l'intention de le rendre public, j'en voyais pas l'intérêt parce que dans ma tête c'était terminé, ça circulait plus du tout ces choses-là. Donc j'en voyais pas l'intérêt pour moi parce que dans ma tête j'étais passée à autre chose. Et en plus j'avais vraiment, pour être honnête, j'avais vraiment pas envie de raconter ça. Je l'avais même pas raconté à mes proches. Le père de mon fils, j'en parle dans le livre, je lui ai parlé de ça au bout de 10 ans de vie commune. J'en ai jamais parlé, c'est dire à quel point j'avais honte. Et la plupart de mes amis étaient pas au courant non plus. Donc voilà, c'est vraiment pour expliquer que j'avais vraiment pas envie de raconter ma vie. Et je l'ai vraiment fait parce que ça me semblait nécessaire, en fait. En tout cas, il y a 5-6 ans, ça l'est encore plus maintenant. Le but, c'était, en fait, de faire quelque chose pour faire de la pédagogie derrière. Déjà pour essayer d'expliquer tout ce qui peut pousser finalement une personne, quelle que soit l'étape de sa vie. Moi j'étais adolescente, mais ça peut être à n'importe quelle étape de notre vie. Dans mon histoire à moi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné j'ai basculé et j'ai essayé de cerner, d'essayer de comprendre aussi bien les causes psychologiques liées à mon état psychologique du moment que les causes finalement, on va dire sociologiques de l'époque. Qu'est-ce qui faisait qu'à cette époque-là je suis tombée là-dedans et pas dans autre chose. J'ai essayé de cerner et de comprendre aussi d'une manière générale d'où venaient ces théories-là, et j'ai essayé de retracer un petit peu, comment ma petite histoire à moi, elle s'imbriquait dans un contexte plus global, en fait, c'était ça l'idée. C'était pas de raconter ma petite vie à moi, c'était d'essayer de comprendre comment un phénomène global peut influer, en fait, sur l'intime, sur la vie d'une personne. C'est ça que j'ai essayé de retranscrire. C'est pour ça que la bande dessinée, c'est un mélange de documentaire et d'autobiographie. Voilà, donc l'autobiographie, c'est pour expliquer les causes intimes, les causes à l'échelle d'une personne. Et le documentaire, c'est plus pour expliquer, en fait, un phénomène global et comment, moi, je me suis retrouvée embarquée là-dedans pour tout un tas de raisons. C'est un peu la petite histoire et la grande histoire qui se mélangent, en fait. Voilà, c'était l'idée un petit peu, quoi.
Alors pour le contexte familial, mes parents étaient déjà assez branchés sur tous ces sujets un peu paranormaux, ésotériques. Donc mon père, il avait une bibliothèque à la maison, en fait sur les ovnis, sur le paranormal, sur les fantômes, enfin à peu près tous les sujets un peu étranges et bizarres et un peu en marge, on va dire de la science. Voilà, donc il s'intéressait à ça, mais à l'époque, moi j'en prenais pas, il en parlait pas vraiment, c'est plus que c'était dans la bibliothèque, mais c'était pas vraiment quelque chose dont il parlait tout le temps, etc. Ma mère, elle était plutôt branchée sur tout ce qui était les médecines parallèles, ce qui était la culture celtique, parce que bon, ça se passe en Bretagne, hein, j'étais en Bretagne à l'époque, je suis toujours. Donc voilà, elle traînait un peu dans tous les milieux, un peu de la culture celtique, etc. Mais avec une petite touche quand même un peu ésotérique dans ses intérêts, etc. Elle s'était retrouvée embarquée avec une espèce de gourou un peu bizarre qui était branché sur tous ces sujets-là, en fait. Et voilà, donc elle était un petit peu, elle aussi dans une forme d'embrigadement sur ces sujets-là à ce moment-là. Bon, c'était un peu compliqué à la maison, c'était un peu le bazar. Alors on allait voir des médecins quand même, hein, c'était pas... Mais effectivement, nous on s'est plutôt orienté au bout d'un moment sur l'homéopathie, parce que moi j'avais eu des soucis de santé, en fait, qui disaient que ma mère m'avait tourné vers l'homéopathie parce j'ai développé des allergies à certains médicaments, etc. Et puis effectivement, donc je parle d'un peu dans la BD que ça m'arrivait d'aller voir un guérisseur. Donc voilà, on allait un peu vers toutes ces alternatives-là, etc. Déjà à la base, quoi. Il y avait une ouverture, on va dire, vers tout ce qui était en dehors un petit peu de ce que la science peut expliquer. Enfin voilà, il y avait une attirance en tout cas vers ces sujets-là et ce que j'ai essayé un peu d'expliquer un peu. Et je pense que ça a joué aussi dans l'orientation que les choses ont prise, parce qu'étant donné qu'il n'y avait pas Internet, j'aurais pas eu accès finalement à ces sujets-là, ou en tout cas à toute la littérature qui existait à l'époque là-dessus, si j'avais pas eu à portée de main chez moi en fait. Donc voilà, ça, c'était un peu le contexte de l'époque, sachant que moi mon papa il me parlait pas vraiment de ces centres d'intérêt là, il a commencé à le faire quand je m'y suis intéressée par contre. Là il m'en parlait un peu plus. C'était un peu ambivalent en fait sa réaction, parce que moi quand j'ai commencé à complètement dériver, il se rendait compte que je dérivais. Mais en même temps, enfin comme je le dis un peu dans la BD, il appelait ça lui mes conneries extraterrestres. Et quand je parlais de ça, alors qu'à la base ces conneries c'était quand même des livres que lui possédait. Et qu'il était déjà un peu dans cet univers-là, donc c'était un peu ambivalent. Mais ils se rendaient compte que j'étais complètement partie à la dérive par contre. Lui, il considérait qu'il s'intéressait à ces sujets-là, mais d'une manière contrôlée, on va dire. Il a jamais dérivé comme moi j'ai dérivé, donc voilà. Donc lui, son argument, c'était de dire que j'étais trop jeune pour avoir accès à ce savoir-là. C'est un peu ça sa vision des choses, même maintenant en fait. Ma mère, c'était plutôt tout ce qui est la mythologie celtique. Enfin voilà, elle était un petit peu dans ces trucs-là. Et puis effectivement, mais après c'était un peu compliqué l'histoire avec ce gourou. Je l'ai résumé comme ça, mais c'était, j'ai jamais trop su vraiment dans le détail exactement. Je sais juste qu'elle s'était fait monter la tête effectivement par cette personne, et qu'au bout d'un moment, elle arrivait plus à s'en débarrasser en fait de ce type, au point que effectivement, quand elle a voulu prendre ses distances, en fait, il a commencé à nous appeler à la maison, à nous harceler. Donc, c'est-à-dire que le téléphone sonnait plusieurs fois par jour, donc je décrochais, il y avait le type qui hurlait, qui nous parlait de Satan, etc. Parce que voilà, qui essayait de la ramener un peu à lui, quoi. Et donc c'était un peu particulier quand même comme ambiance. Et comme j'explique dans la BD aussi, un jour il est venu carrément chez nous, puis il a essayé de la menacer de se pendre à la balançoire sur laquelle on jouait habituellement. Donc voilà, c'était un peu particulier aussi. Voilà, c'était un peu l'ambiance un peu à la maison. C'était pas banal. Donc c'est vrai que quand je retournais à l'école le lundi, que tout le monde racontait son week-end. Et toi, tu as fait quoi, Sandrine? Oh bah voilà, moi il y a un type qui a essayé de se pendre à la balançoire. Non, ça va par ça. Non, bah rien d'autre, rien. Choses très banales, quoi. Je pense qu'aussi j'avais besoin aussi de m'échapper de tout ça. Et donc un contexte familial un peu particulier, on va dire. Moi, donc, j'appelle ça un peu ma famille Adams. C'était un peu ça. Bon, sachant que maintenant, voilà, avec ma mère et tout, on en rigole, maintenant. Elle est bien consciente qu'elle aussi, à un moment donné, on s'est retrouvés embarqués dans des trucs quand même pas possibles. Et voilà, quoi. Enfin, c'est vrai qu'on a développé un sens de l'humour assez particulier dans la famille, mais mais voilà, quoi. C'est du passé, quoi. Mais c'était en tout cas le contexte, quoi. Donc c'était spécial, quoi. Mes parents ont divorcé, mais pas mal d'années après, mais en tout cas, ça se passait pas bien à la maison. Effectivement, il y avait souvent des disputes, etc. Donc, il y avait aussi ce contexte-là qui fait que, voilà, moi, j'étais un peu... je cherchais un refuge, mais j'ai pas de refuge nulle part. Normalement, le foyer, c'est un peu le refuge, l'endroit où on se ressource.
Et puis là, du coup, bon, c'était un peu le grand n'importe quoi, à la maison, quoi. Et donc, c'était un peu, enfin, je sais pas comment expliquer l'ambiance, quoi, mais, mais du coup, on va dire, j'en ai rajouté une couche, moi, avec mes ovnis. Il n'y avait pas besoin de ça, mais voilà, parce que je pense qu'il y avait tout ce contexte qui faisait que, voilà, j'avais tout à portée de main, en fait, quoi. En tout cas, au niveau familial, quoi. Ce que j'appelle moi le contexte un peu psychologique, c'est que voilà, généralement il y a plusieurs facteurs qui font qu'à un moment donné, faut aussi, je pense, avoir une personnalité particulière pour se tourner vers ce genre de choses. Donc déjà moi j'étais une adolescente très sensible à la base, très timide. Je me suis jamais vraiment sentie à ma place nulle part. Enfin, j'étais jamais à l'aise nulle part. J'étais jamais habillée comme il fallait. J'étais jamais quoi. Donc je m'intéressais à des sujets qui intéressaient pas forcément les autres adolescents de mon âge. J'écoutais pas la musique qu'il fallait. Moi, j'étais fan d'Elton John, j'écoutais Charles Trenet. Enfin, c'était pas du tout ce qu'on était censé écouter dans les années 90. C'était plutôt Nirvana, Noir Désir, etc. J'étais complètement en décalage. J'étais fan de Steven Spielberg, aussi des films de Steven Spielberg. Enfin, j'étais vraiment pas dans les centres d'intérêt voilà, des adolescents de mon âge. Du coup, tout ça a fait que, comme souvent, quand on a un adolescent et qu'on n'est pas trop dans le moule, voilà, soit les gens vous ignorent, soit ils vous harcèlent. Donc moi, c'était entre les deux. Voilà, on m'avait plutôt ignoré dans ma scolarité jusque-là. Puis voilà, est arrivé un moment où un garçon de ma classe qui a décidé que je serais son bouc émissaire. Et donc à partir de ce moment-là, comme c'était quelqu'un de populaire, tout le monde s'est acharné sur moi un petit peu, quoi. Donc dans ces cas, il y a ceux qui disent rien, mais qui sont complices quelque part parce qu'ils vont pas non plus à l'encontre de ce qui se passe. Et puis il y a ceux qui sont actifs, on va dire, dans le harcèlement. Donc c'est toujours un mélange des deux. En plus, c'était pas de bol parce que j'étais amoureuse de ce garçon avant. Après, ça m'a un peu calmée. Je suis pas maso non plus. Mais voilà, donc ça a été assez violent. Donc, c'est-à-dire, lui, il le savait en plus. Donc, il a joué là-dessus. Il se moquait de moi. J'en parle dans la BD, le jour de la Saint-Valentin. Donc, en 92, je me le rappelle. Il m'a dit, fête, joyeux Saint-Valentin. Moi, j'étais contente. Mais en fait, il m'a craché dessus. Enfin, voilà, c'était ça l'ambiance. Quoi, soit il sortait des trucs un peu personnels de mon sac, enfin voilà, des serviettes hygiéniques, des choses comme ça, enfin toutes ces petites choses, c'était mettre de la craie dans mes affaires, dans mon sac, enfin avec la brosse, avec la craie. Alors j'ai l'impression de parler du Moyen-Âge. On tachait mes vêtements avec, enfin voilà, c'était ce genre de petites choses qui les amusaient beaucoup parce que je pense que ceux qui font ça, pour eux c'est très amusant en fait. Ils se rendent pas forcément compte que quand c'est répété quotidiennement, au bout d'un moment, ça devient vraiment compliqué et ça devient une souffrance, quoi. C'est pas drôle du tout. Ce qui faisait que moi, j'allais à l'école avec la boule au ventre, j'avais l'impression d'être la dernière des merdes. Accessoirement. Donc voilà, donc c'était vraiment très compliqué. Et quand je rentrais chez moi, je retrouvais pas forcément le réconfort dont j'aurais eu besoin à ce moment-là, ou la structure, on va dire. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, le harcèlement scolaire, c'était pas comme aujourd'hui, on n'avait pas vraiment mesuré l'impact que ça pouvait avoir. Alors effectivement, il y a le risque de suicide, etc. Moi, ce harcèlement-là, je pense que ça m'a, même maintenant, ça a toujours un impact sur la perception que j'ai de moi-même. J'ai toujours une perception très négative de moi-même. Alors j'y travaille, mais j'ai toujours cette vision de l'adolescente de 13 ans, mal fagotée. J'ai toujours cette vision-là un peu d'être moche, d'être bête, d'être mal habillée, j'ai toujours un peu cette vision très négative qu'on m'a renvoyée durant cette période-là. Donc ça a un impact, et je sais que la plupart des adultes qui ont été harcelés étant adolescents, souvent c'est resté, ça laisse des traces. Et du coup, quand j'ai commencé à en parler, on te faisait un peu sentir que c'était un peu de ta faute, quoi. Que voilà, c'était toujours, t'es trop timide, tu fais rien non plus pour t'intégrer. Limite, je le méritais, quoi. Mais bon, il faut pas ça méchamment. Le pire truc qu'on m'a dit, c'est quand même ce garçon dont j'étais amoureuse. Oui, mais en fait, il fait ça parce qu'il est amoureux de toi, il sait pas comment te le dire. Ouais, mais bon là, bonjour le romantisme. On voyait ça un peu comme des gamineries, quoi, sans grande. Voilà, il te taquine, quoi, c'est pas bien méchant. Ma scolarité, c'était un peu ça depuis la maternelle. Je pense que ça a contribué aussi, voilà, j'avais un type de personnalité aussi qui fait que ma réalité, elle avait pas grand chose à m'apporter, finalement. C'était un peu misérable, quoi, comme quotidien. Donc je pense qu'à un moment donné, en plus, moi, j'étais toujours une personne avec beaucoup d'imagination, assez fantasque, etc. Une grande lectrice, voilà, j'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours
ce besoin un peu de m'échapper dans des univers imaginaires, ou en tout cas, j'avais plus de satisfaction dans la fiction que dans la réalité, quoi. J'ai toujours eu cette tendance-là, même maintenant. C'est vrai que souvent les gens qui vont tomber dans ce genre de dérive, c'est des gens plutôt sensibles, plutôt intéressés sur un tas de sujets, enfin des gens qui ont une curiosité intellectuelle. Donc j'étais un peu dans ce type de personnalité-là à l'époque. Donc l'année où tout a basculé. C'était 93-94 à peu près, c'est ça. J'ai vu un film en fait, parce que mon papa qui était très intéressé sur tous ces sujets-là, etc. Il a un peu fait aussi ma culture cinématographique en fait. Souvent il nous ramenait des films, on louait des films à l'époque dans des vidéoclubs. Donc souvent il nous ramenait des films à la maison et c'était souvent des films de science-fiction, etc. Et notamment, comme il s'intéressait déjà pas mal à ces sujets, il m'a montré un film qui s'appelle Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Et c'est un film que j'ai vu avant que tout se passe. C'est pour ça que j'en parle même avant ce qui va suivre. Donc j'ai vu ce film dans lequel, en fait, donc c'est un film de 77. Et Spielberg n'a pas encore fait E.T. E.T. c'est 82. Donc c'est présenté comme un film de science-fiction. Mais en fait, c'est un film qui s'inspire pas mal de tous les débats qu'il y avait dans l'ufologie à ce moment-là. Et en fait, c'est un film qui raconte en fait comment finalement plusieurs observations d'OVNI ont lieu en fait dans un coin des États-Unis. Donc il y a plusieurs témoins qui observent des OVNI. Et suite à ça, ils vont commencer à avoir des visions, à recevoir des messages, à être obsédés par la vision d'une montagne en fait qui va leur apparaître sous forme de télépathie. Et du coup, voilà, donc ça. Le film raconte un peu comment toutes ces personnes reçoivent des messages, en fait, ils savent pas d'où ça vient. Et en parallèle, on explique aussi que l'armée de son côté est en train d'enquêter, en fait, parce que eux aussi, ils enquêtent sur ces observations. On voit un peu comment ils essayent un peu d'occulter certaines choses. Et en même temps, il y a des scientifiques aussi qui enquêtent, donc oui, il y a un peu tout ça. Et tout ça mélangé fait que, voilà, à la fin, en fait, certaines personnes, donc qui ont la vision de cette montagne, vont se rendre dans cette montagne. Et en fait, dans cette montagne, c'est là qu'a lieu la fameuse rencontre du troisième type. Donc la rencontre du troisième type, c'est quand on rencontre en fait des extraterrestres, en fait, c'est ça. Donc le premier type, c'est quand on observe un ovni. Deuxième type, c'est quand on observe des traces de l'ovni. Et le troisième, c'est quand on voit des extraterrestres. Voilà. Donc à la fin, du coup, le héros de l'histoire part dans le vaisseau spatial avec les extraterrestres et voilà. C'est un bon film de science-fiction quand même. Donc moi, ce film m'a complètement happé. Et puis voilà, ce côté, oh là là, qu'est-ce qu'il a de la chance de partir de cette planète pourrie. Enfin, vous voyez, c'était vraiment ça à la fin du film. Ma réalité étant ce qu'elle est. Et finalement, effectivement, quelques temps plus tard, alors je ne sais pas exactement, j'ai fait une observation d'un ovni, en fait, dans mon quartier, alors que je promenais mon chien. Merci de votre attention et n'hésitez pas à écouter l'épisode suivant. Ce podcast est réalisé par l'UNADFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Retrouvez toutes nos informations et nos contacts sur www.unadfi.org.